Bon, je vous avais prévenu, je tiens les scores entre Tsunoda et Ricciardo et c'est encore reparti du côté de Tsunoda sur un week-end plus que parfait. Il a fait le hold-up, non pas seulement à Monaco, mais a priori il a beaucoup aussi appris de Ricciardo sur leur collaboration jusqu'à présent et on le voit aujourd'hui, c'est un excellent pilote. Il y a peut-être un truc à faire chez Red Bull pour le deuxième baquet et ça peut peut-être être Tsunoda. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Monaco 2024 de Formule 1. Dag et Charles, ou plutôt Bravo Charles. Je rigole pas, hein, c'est bien du monégasque, ou du monégascou. Ils ont une vraie langue, hein. Première réaction, on va commencer par le commencement, le méga carton dans la montée d'Ostende qui implique deux As et la Red Bull de Sergio Pérez. Plus de peur que de mal, sauf pour un ou une photographe, blessé légèrement apparemment, je crois, j'ai pas eu trop de nouvelles là-dessus. La violence du choc est tout de même assez importante de par l'angle vraiment un peu merdique avec lequel Pérez tape. Derrière, ça fait un peu billard pour arriver jusque dans le gauche de Massenet. Si on regarde bien, Pérez n'a ni de voiture à gauche ni à droite, sauf celle de Kevin Magnussen qui trouve une meilleure motricité en sortie de Sainte-Dévote. Pérez regarde 2-3 fois quand même dans son rétro à droite et continue de se déporter toujours sur la droite. Et comme la piste est en léger serpentin et pas tout à fait droite, il y a un moment donné où forcément ça coince un peu et c'est le drame. Alors vu la situation, je suppose que Magnussen se trouvait dans l'angle mort de Sergio Pérez et que le Mexicain l'a pas vu. Pourtant avec 2-3 coups de regard dans le rétro, bon, alors la FIA a jugé que c'était un incident de course, que les torts sont bien partagés en ayant probablement pris en compte encore une fois que c'est aussi le moment un peu chaud du premier tour. Pérez fait pas bien gaffe, je pense. Magnussen est un peu ambitieux. Bon, en vrai, je trouve pas spécialement de fautif. Je sais pas, j'aurais peut-être eu tendance à mettre un peu plus la faute sur Sergio Pérez pour le coup, mais bon, à vous de me dire en commentaire. Magnussen n'est pas tout blanc non plus, quoi. Bon alors par contre, ça fait un week-end particulièrement merdique pour Sergio Pérez, une nouvelle fois, éliminé dès la Q1, absolument nulle part. La voiture est complètement détruite, donc ça coûte cher aussi tout ça. La reconduction de contrat, elle va commencer un petit peu à battre de l'aile parce que là c'est vraiment catastrophique, quoi. Alors Tsunoda, à contrario, fait un maxi job cette année. Red Bull a tout à y gagner pour le mettre dans le baquet de Pérez pour un an par exemple. Ce serait une très bonne alternative à un Carlos Sainz que tu pourrais pas signer par exemple, mais vu la saison de Sainz, ce serait bête de l'écarter tout de suite, quoi. On va trancher dans le vif, c'était les mots forts de Bruno Famin, le team principal d'Alpine sur Canal+, avec un ton grave et une colère froide relativement dissimulée, même si on la sentait quand même. Pas besoin de vous dire que le débrief a dû être particulièrement lourd et tendu. Le crash entre les deux Alpines, c'est catastrophique. Pour tout le monde a perdu. Esteban, Pierre, l'équipe, les sponsors, les fans. Déjà que cette équipe malheureusement ne jouit pas forcément de la meilleure réputation, on va dire, dans le microcosme de la F1. On voit un peu partout des Vendée Alpine à Andretti par exemple. Là, c'est vraiment mauvais. Je pense que la situation est assez claire pour tout le monde, mais on va quand même passer en revue la chose pour bien comprendre les torts. Alors, il y a quand même deux facteurs à bien prendre en compte. Il y a l'enjeu de la manœuvre, ce qu'elle représente d'un point de vue stratégique pour la course, et la manœuvre en elle-même, son exécution, son pilotage, quoi, si tu préfères. Donc c'est deux choses un peu différentes. L'enjeu de la manœuvre donc. Alors à Monaco, la track position, elle est méga importante parce qu'on n'arrive pas à dépasser sur la piste, ou très peu. C'est pour ça que beaucoup se joue en qualification. Le départ, ça représente aussi après la seule opportunité de prendre l'avantage sur un concurrent, donc c'est tendu. Si tu peux gagner une position au départ, ça peut changer complètement la physionomie de ta course. Sauf que les deux sont P9, P10 au moment du contact. Bon, avec le drapeau rouge et Sainz, ça fait P10, P11, donc ils sont dans le point, voilà, sur le premier tour. Et à Monaco, faut jouer en équipe, un peu façon as, entre guillemets, pour tenter quelque chose. Il y a 78 tours à faire, on ne gagne pas la course au premier tour, mais on peut la perdre. Globalement, et ça a été dit, celui qui est derrière doit et va aider la voiture de devant. Donc on a une consigne d'équipe et un plan de jeu. L'enjeu de la manœuvre d'Esteban, de dépasser Pierre à ce moment-là, est donc pas du tout la bonne. C'est cela qu'on va lui reprocher, plus que le fait de s'être finalement puni tout seul en abandonnant. C'est une mauvaise décision qui est relativement individualiste et qui va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire pour l'équipe. Parce que, en fait, la manœuvre en elle-même, d'un point de vue pilotage, elle n'est pas totalement folle, bien que clairement trop optimiste pour Monaco et l'endroit où il y va. En vrai, il est roue avant contre roue avant au point de corde, donc ça va, mais en fait, il ouvre trop son volant, ce qui fait que Gasly peut pas disparaître et boum, c'est le contact. Alors la FIA lui a mis 5 places de pénalité pour le prochain Grand Prix, pas pour la manœuvre elle-même, mais pour avoir été trop ambitieux dans son intention, tout simplement. Je suis d'accord avec la pénalité, les 5 places sont relativement méritées, mais pas avec la raison elle-même de la FIA.
Je trouve que forcer un autre pilote en dehors de la piste, ou du moins dans le rail pour le coup, ça aurait été peut-être plus juste. Le coup de l'ambition, c'est pas la FIA de juger, je trouve. C'est de l'intention, c'est juger une intention, c'est pas... Voilà, je préfère qu'on juge un fait plutôt que... Bon, bref, vous comprenez. Vu l'excellent début de saison de Esteban Ocon, il avait l'occasion d'ajouter un succès de plus qui lui aurait bien plus servi pour l'avenir, aider un coéquipier, donc aider l'équipe, même s'il finissait derrière et marquait pas de points, il avait de quoi montrer qu'il était le plus mature des deux et de très loin, et face à un Gasly qui est un peu plus politique que lui, bah ça aurait été très très bien vu. Son image en aurait grandement bénéficié, on aurait vu un véritable leader qui sait qu'il ne peut pas gagner à chaque Grand Prix, mais qu'il peut gagner autrement et en aidant les autres. Et vu le début de saison sans appel face à Gasly, là c'est l'effet inverse qui s'est produit et c'est malheureusement un énorme gâchis. Alors Gasly, encore une fois, est très politique dans les radios, Ocon a l'ego du compétiteur qui veut rien lâcher, et ça se bat pour un point. Pourtant l'équipe progresse depuis Bahreïn, où c'était vraiment la cata absolue. Si ça allait quand même en début de collaboration l'année dernière, on peut clairement voir que c'est plus du tout le cas entre les deux et que l'ambiance commence vraiment à être invivable. Alors quelles vont être les conséquences et les décisions prises par Bruno Famin pour l'équipe et l'ambiance qui n'est toujours pas au beau fixe? On verra bien, on va en reparler c'est sûr, mais il y avait bien mieux à faire pour les deux. Troisième réaction, premier point pour Williams, fallait saisir l'opportunité parce que la voiture cette année n'a pas l'air de délivrer toutes les promesses qu'on attendait, et vu comment le peloton s'est resserré, on tombe très vite au classement. Quelques améliorations, une très belle séance de qualification pour Albon qui hisse sa voiture en Q3, c'est quand même pas mal, et puis le bon call de partir en médium pour attendre une première phase d'arrêt ou un potentiel drapeau rouge et changer pour mettre les hards et du coup aller au bout sans faire d'arrêt au stand. Alors il est resté dans la boîte de vitesse de Tsunoda toute la course avec un rythme bien en dessous de ce qui était possible, à tel point que c'était vraiment difficile de rouler si doucement. En fait, quand on sous-pilote, c'est tout aussi dangereux que quand vous attaquez trop fort. Vos repères sont pas du tout les mêmes, vous installez finalement dans un rythme vraiment pas naturel et habituel, et au final, c'est comme ça que l'erreur peut vite arriver. Vous prenez peut-être trop de précautions. Et surtout, il y a aussi un autre problème, c'est que vous pouvez sortir de la fenêtre d'exploitation des pneus, perdre trop de température, etc. Et derrière, vous pouvez pas les remettre en route et c'est le bordel. Alors comme Gasly était en médium derrière pour faire toute la course, Albon était plus tranquille. D'ailleurs, si Esteban avait été là, les deux Alpines auraient pu tenter des stratégies avec Esteban pour justement obliger par exemple la Williams ou Tsunoda à rentrer au stand, parce que tu fais rentrer ou Gasly ou Ocon, et il y avait un vrai coup à jouer pour les deux Alpines, parce que derrière, tu récupérais la place pour Pierre qui prenait la track position, et derrière, fallait juste défendre. Encore une fois, gros gâchis. Fin de course, quand on a dit à Tsunoda qu'il pouvait enfin attaquer, il était très très heureux à la radio, il a mis 13 secondes dans la vue à Albon qui lui avait largement l'avantage sur Gasly, donc course particulièrement rompiche entre guillemets pour le Thaïlandais et 2 points pour l'écurie britannique, ça prend évidemment. Il passe donc devant Alpine chez Williams, même s'ils ont le même nombre de points parce que tout simplement ils ont fait une meilleure position en course avec la P9. Alors c'est difficile de voir la suite chez Williams et comment la voiture va évoluer, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette perf qu'il y avait l'année dernière. Donc bon, on verra bien pour la suite de la saison, mais c'est à surveiller du coup quand même, à voir s'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Quatrième réaction, on ne peut pas dépasser à Monaco. Entre en scène Lance Stroll, mesdames et messieurs. Oui, Lance Stroll, c'est l'un des seuls à avoir dépassé en piste tout simplement des voitures ce dimanche. Alors oui, on va mettre quelques variables quand même. Il a passé des softs, donc il avait un avantage sur les vieux pneus médium et hard qui tournaient en piste. Et puis il a attaqué pendant que tout le monde roulait à 4-5 secondes des temps normaux entre guillemets, d'un rythme normal de course et de quoi ils étaient capables. Donc bon, ça facilite quand même le travail, mais quand même, faut sortir les dépassements. Alors il attaque Zhou à l'intérieur dans le tunnel, ce qui de mon point de vue est quand même très osé et même un poil dangereux, et si Zhou est pas précautionneux, on se retrouve avec un joli carton. Ça a été bien géré des deux, mais petite sueur froide quand même, hein, voilà, c'est aussi ça la course. Il y est allé, il a fait plier son adversaire un petit peu au forcing et puis go. Autre très belle manœuvre pour Monaco, on va dire, le croisé en sortie de premier virage à Sainte-Dévote sur la Williams. Imparable, classique, mais c'est toujours beau à voir, donc ça fait plaisir, même si c'est forcément plus facile dans les conditions dans lesquelles il a réalisé le dépassement. Bon, et puis Lance Stroll qui fait une belle course sans avoir un problème, c'est pas vraiment Lance Stroll, il clippe le mur à la chicane, tout le beau boulot qu'il a fait est jeté à la poubelle, bon tant pis, mais il reste sur un meilleur week-end que Fernando Alonso qui s'est encore une fois retrouvé au fond du peloton, notamment en se faisant sortir dès la Q1.
J'ai pas d'explication. Alors Aston Martin en ce moment, je suis désolé, mais ça commence à puer un peu et à sortir de ce Big Five où on voit Red Bull, Ferrari, McLaren et à moindre mesure Mercedes qui est quand même un ton en dessous. Attention quand même, il faudra surveiller comment ça évolue parce que derrière ça pousse très très fort avec les V-Carb, Tsunoda, même les Haas, les Alpines qui reviennent un petit peu, mais bon, elles se neutralisent elles-mêmes. Bref, voilà, tu vois, Aston, c'est pas encore là. Cinquième et dernière réaction, on y arrive enfin, la malédiction est rompue. Charles Leclerc a réalisé l'un de ses rêves les plus chers, être prophète en son pays. Les larmes et la joie du prince Albert en dit long sur ce que le Monégasque a réalisé. Le week-end a été parfait, dominant, sans aucun problème. La qualif et la pole, c'était bien devant comme il fallait. Et en course, il a géré de manière magistrale. Malgré une course qui est très peu animée, il a réussi à prouver que cette victoire, ce n'est pas juste de la circonstance. Alors les deux départs sont clean. Son frère Oscar Piastri, son frère adoptif, MDR, l'a talonné très très longtemps dans une phase de gestion outrancière des pneus pour tenter de faire 77 tours, je crois, sur des hards. Donc c'était une vraie prouesse pour tous les pilotes, en particulier ceux qui étaient en médium d'ailleurs. Piastri a pensé à plonger au portier mais s'est ravisé et Leclerc a donné le coup d'accélérateur derrière pour rester un petit peu plus à l'abri. Derrière ça jouait un petit peu au poker menteur entre Norris et Sainz puisque Russell et Mercedes avaient décidé que ça servait strictement à rien de rouler fort. Donc grosse balade sur la French Riviera pour le petit Russell. 2-3 dangers quand même pour Charles Leclerc, protégé stratégiquement par Sainz. D'un point de vue stratégie, c'était un régal, bien que ce soit pas du tout visuel pour le coup. Moi, j'ai trouvé ça bien kiffant. C'est toujours un peu dommage, mais bon, voilà. Moi, j'ai trouvé bien ça kiffant. C'était quand même un petit peu long. C'est un peu long. Alors, si Norris ouvrait suffisamment l'écart avec George Russell, il avait un stop gratuit et medium ou même soft derrière, l'undercut était fait sur Sainz et probablement sur Piastri. Donc, il fallait que Sainz ralentisse Norris pour que Russell, qui se baladait, puisse revenir sans forcer. Les meilleurs alliés de Sainz dans cette histoire, ça a été finalement Verstappen et Hamilton. Hamilton qui pit, qui oblige Verstappen à couvrir, qui oblige Russell à rester en piste avec les médiums jusqu'à la fin parce que faut conserver la position en piste tout simplement. Verstappen a mis la pression et a obligé Russell à se rappeler que c'était quand même une course. Donc le gap avec Norris s'est refermé jusqu'à 5 secondes sur la ligne. Donc ils ont rattrapé 15 secondes quand même. Alors à part en piste, stratégiquement parlant, Piastri était neutralisé par Sainz qui était juste derrière. S'il rentrait, il offrait le doublé à Ferrari. Il y avait donc que Norris à qui fallait vraiment faire attention. Charles en fin de course a ouvert le gap d'un coup pour mettre une pilule à Piastri. Je sais pas si on lui a proposé de le faire, mais en tout cas, il a tout de suite montré que c'était pas par hasard qu'il était devant. Puis après, il a fallu se calmer un petit peu quand même, parce qu'on était comme ça sur le muret, histoire que ça se finisse pas mal. Charles a donc remporté la course par une maîtrise absolue. Sainz a aidé stratégiquement pour neutraliser toutes les opportunités des adversaires et aider Charles. Un travail d'équipe, comme on aime le voir. Bref, c'est amplement mérité pour le Monégasque et pour Ferrari. Après presque 2 ans déjà, oui, de disette pour Charles Leclerc, je pense que cette victoire vaut bien plus qu'on ne le pense. Il s'enlève un énorme poids des épaules de réussir chez lui. Probablement que ça peut servir de déclic pour plus, un peu comme le premier podium ou la première victoire en carrière. Là, c'est un petit peu la même chose, je pense, pour Charles Leclerc. Il a encore de l'expérience à acquérir pour être aussi fin et complet qu'un Carlos Sainz, je trouve. Mais depuis le début de la saison, il fait des sans faute absolues. Et la venue de son nouvel ingé de course doit aussi faire beaucoup de bien. Bref, bravo à Fred Vasseur qui, depuis 1 an et demi, construit l'équipe et l'emmène comme il le faut. Les premiers résultats sont là, c'est visible et c'est beau. Alors au championnat, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Leclerc revient à 38 points de Verstappen, Pérez dégringole à la P5, Red Bull n'a plus que 24 points d'avance au classement. Et vu la physionomie du top 3 avec McLaren et Ferrari qui reviennent aux affaires, c'est pas fini ce championnat, il reste quand même beaucoup de courses. Alors Montréal, ce sera différent. Normalement, on devrait voir Red Bull remettre une volée à tout le monde, vu que c'est un billard, mais ça servira un peu de maître étalon pour la suite de la saison et comprendre si Red Bull fonctionne que sur ce genre de circuit ou s'il y a des vrais gros gains des autres équipes, comme Ferrari et McLaren. Bon allez, je vous laisse avec un bonus pas ouf. Hadjar qui se fait souffler la victoire par une safety car à quelques tours de la fin en Formule 2. C'est la course, c'est comme ça. Sa radio où il est forcément énervé et montre un vrai côté très compétiteur, qu'il n'est pas là pour se satisfaire de podium mais pour juste gagner en fait. C'est ça qu'on veut voir. J'applaudis beaucoup cette mentalité qui correspond d'ailleurs beaucoup aussi au giron Red Bull. Si vous trouvez ça un peu immature, vous comprenez peut-être pas l'adrénaline de rouler à 200 entre des rails et la compétition et le fait de devoir tout le temps prouver mieux. Donc voilà,
Anyway, double coup dur pour Victor Martins qui loupe ses 2 départs après une très belle perf en qualif, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. N'hésitez pas à compléter avec vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix du Canada. D'ici là, quelques belles vidéos évidemment. Et puis portez-vous bien comme d'habitude. Ciao ciao.